Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter l'étude Becomeg, qui était donc effectivement un essai clinique sur l'efficacité de la corticothérapie orale dans le traitement de l'exacerbation aiguë de BPCO. Donc l'objectif, eh bien, c'était ça, c'était d'évaluer l'efficacité et la tolérance de cette corticothérapie. C'était un projet qui a été à l'initiative de Christian Gazarossian et qui était porté à la fois par le CNGE et la PHP et qui avait bénéficié donc d'un financement PHRC national en 2013. Alors, rapidement sur la méthode, c'est vraiment un essai de construction très standard. C'était un essai contrôlé randomisé contre placebo en double aveugle. La population d'inclusion était donc des patients de plus de 40 ans avec un tabagisme de plus de 10 paquets à l'année, avec une BPCO connue ou suspectée, et qui consultaient leur médecin généraliste pour une exacerbation aiguë. Donc un recrutement uniquement en médecine générale, en ambulatoire. L'intervention consistait à administrer donc les soins courants, mais donc en parallèle de ça, soit de la prédnisone 40 mg pendant 5 jours, soit un placebo. Le critère de jugement était l'échec du traitement à 8 semaines, c'est-à-dire la consultation avec un médecin généraliste de manière non programmée, ou aux urgences, ou l'hospitalisation, ou le décès, donc un critère composite, quel que soit le motif. Voilà, ça, c'était notre critère de jugement principal. Alors, le défi du recrutement, pourquoi? Parce que voilà ce qui était prévu. Nous avions envisagé d'avoir 300 médecins généralistes investigateurs sur une période de 18 mois, et le nombre de sujets nécessaires calculés était de environ 1000 patients, ce qui représentait à peu près un peu moins de 4 patients à inclure par médecin généraliste sur 18 mois. La réalité, effectivement, comme l'a dit Cédric, n'a pas été exactement celle-là. Nous avions bien recruté des investigateurs, principalement grâce au réseau du CNGE. La période de recrutement a été un peu plus longue et un petit peu décalée par rapport à ce que nous avions prévu, et on verra que ça a eu de l'importance. Et par contre, nous n'avons inclus que 175 patients, donc ce qui représentait seulement 17% de notre objectif, avec seulement 27% des investigateurs qui ont inclus au moins un patient. Donc la grande majorité des investigateurs n'ont pas du tout inclus. Voici le flowchart de l'étude qui nous a quand même permis d'essayer d'évaluer, mais comme vous pouvez vous y attendre, avec une puissance beaucoup plus faible. Nous n'avons pas pu conclure sur notre critère de jugement principal, donc nous n'avons pas trouvé de différence significative dans l'échec du traitement à 8 semaines. En tout cas, pour tout ce qui est de ce critère principal, donc toutes causes confondues. Par contre, si on s'intéresse uniquement aux échecs en lien avec un problème respiratoire, donc consultation ou hospitalisation en lien avec un problème respiratoire, là, nous avons retrouvé une différence significative. Donc plutôt en défaveur de la prédnisone, ce qui nous a beaucoup étonné. Voilà. Alors, ça, c'était vraiment de manière très succincte l'étude en elle-même. Quelles leçons peut-on en tirer pour la recherche? Donc, bon, voilà, on voit bien que le principal problème était le problème du recrutement. Donc, d'abord, pour contextualiser, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique des essais en soins primaires, puisque, voilà, ça, c'était des informations qui nous avaient été données, un avertissement qui nous a été donné au moment où on a débuté l'étude. Voilà, peut-on anticiper les difficultés de recrutement? Et on disait que 30% des PHRC ne remplissaient pas les objectifs. Donc, ce n'est pas que nous qui sommes les mauvais élèves. Donc il y a une littérature qui est déjà riche sur savoir quelles sont les difficultés. Là, les points relevés étaient entre autres, de manière générique, hein, pas spécifiquement pour cette étude, des difficultés liées à un manque d'investissement de l'équipe coordinatrice, un protocole qui est mal designé, un budget insuffisant notamment en personnel tech ou ARC, des essais concurrentiels ou des centres investigateurs qui s'étaient investis mais qui en fait ne s'impliquaient pas dans le recrutement. Nous avons essayé de comprendre plus spécifiquement dans notre étude et aussi d'une manière un peu plus générale dans les essais en médecine générale quelles étaient les difficultés spécifiques. Et donc, il y a eu un travail de thèse qui a ensuite donné lieu à une publication dans Exercer qui avait été donc menée par Romain Cassio et encadrée par Tiffany Bouchez. Et donc, c'est de là que je tire principalement les diapositives suivantes. Alors, le premier aspect, c'est que l'exacerbation aiguë de BPCO, en fait, c'est une pathologie aiguë. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui a de l'importance, puisque
ça fait que c'est une inclusion qui n'est pas programmable. On ne peut pas reporter cette inclusion, on ne peut pas la programmer, on ne peut pas dire aux patients « Ok, bah, revenez dans 2 jours pour qu'on fasse l'inclusion, prendre le temps de le faire ». Il faut le faire tout de suite, au moment où le patient vient. Et donc, c'est parfois difficile de concilier cette posture à la fois de prendre en charge un problème aigu, bon, pas forcément grave, puis là, forcément, c'était des patients qui n'avaient pas besoin d'être hospitalisés, mais quand même avec une évaluation, avec toute cette prise en charge au sein de la même consultation. Donc, ça crée un vrai problème de planification lorsqu'on est dans une prise en charge comme ça. De plus, c'est une pathologie saisonnière, même s'il y a des exacerbations aiguës toute l'année de BPCO, mais elles sont quand même plus fréquentes en hiver. Et donc là, je vous ai montré le décalage dans le temps. Le fait qu'on ait débuté, par exemple, le recueil en février a fait qu'on n'a pas vraiment couvert la première période hivernale et que donc il y a eu une difficulté pour identifier des patients qui venaient pour ce motif. L'autre point important, c'est la surestimation des capacités d'inclusion. Donc, 4 patients en 2 ans, donc si on estime par rapport à la prévalence de la BPCO qui est d'environ 7%, on peut estimer que chaque médecin a au moins 70 patients présentant une BPCO, mais comme vous le savez, c'est une maladie qui est très sous-diagnostiquée, et donc, eh bien, en fait, les médecins n'identifient pas forcément dans leur patientèle les patients qui viennent pour une BPCO. Donc ça, on savait très bien, parce qu'on connaissait le sujet, que c'était sous-diagnostiqué, mais on a surestimé le repérage de ces patients par les médecins généralistes. La deuxième chose, c'est que même si c'est une pathologie très fréquente, à partir du moment où on rajoute quelques critères d'inclusion, même si là on était très peu restrictif, on réduit le champ des possibles, et il faut savoir que l'investigateur, il va toujours aussi lui rajouter ses propres critères un peu de sélection, c'est-à-dire qu'il y a certains patients qu'il va quand même exclure parce qu'il pense qu'il ne va pas accepter ou qu'il est trop fragile ou ainsi de suite. Donc il y a comme ça une attrition des patients qui fait que même sur une pathologie très fréquente, eh bien, il va avoir beaucoup moins d'inclusion que ce qu'on pourrait penser initialement, même voilà, lorsqu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'on constate tous les jours. Dernier point, dernière leçon qu'on pourrait tirer, c'est qu'on a été confronté effectivement au fait que la recherche, les essais cliniques en soins primaires en France sont encore pas très fréquents, comme ça a été montré par Mathieu, et donc les structures de support, toute l'organisation n'est pas forcément toujours très adaptée à l'organisation d'une étude en soins ambulatoires. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose de faire un essai clinique avec 4 ou 5 centres hospitaliers investigateurs que de faire un essai clinique avec 247 médecins généralistes investigateurs répartis dans toute la France. Donc ne serait-ce que pour aller faire les contrôles sur place, ne serait-ce que pour faire les visites de mise en place et ainsi de suite, tout ça est très complexe et pas forcément très adapté. Donc il y a eu un éparpillé, nous on avait des médecins généralistes dans toute la France qui étaient assez éparpillés. Du coup, le comité de pilotage dont je faisais partie n'a pas pu rencontrer tout le monde. Il y avait un lien qui était un peu décousu avec les investigateurs, ce qui peut aussi avoir expliqué le manque d'investissement, ou en tout cas le désinvestissement, parce qu'ils ont été nombreux à répondre à l'appel, et au final, peu à vraiment inclure. Voilà, donc en conclusion, pour terminer sur notre optimisme, j'ai compris, je joue un peu le cancre de la session, et donc voilà, ça c'est un peu le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, même si on n'a eu que 17% d'investigation, c'est quand même intéressant. Petite parenthèse sur ce sujet-là, il n'y a que 3 études à l'heure actuelle existantes publiées, qui au total n'incluaient que, elles toutes les 3, 200 patients. Donc nous, avec notre seule étude, on a fait mieux que ça, presque mieux que ça, donc c'est déjà pas mal. Les points essentiels à retenir, c'est ne pas surestimer les capacités de recrutement, même pour les pathologies prévalentes. Voilà, ça c'est même la pathologie la plus prévalente, c'est toujours qu'un motif parmi des centaines d'autres pour un médecin généraliste. Ne pas trop surcharger les médecins généralistes investigateurs et ne pas leur demander de trop de choses au sein d'une seule consultation. Et puis peut-être essayer de rapprocher à la fois les structures, les investigateurs et l'équipe de coordination, plutôt par des réseaux locaux que sur un territoire très éparpillé, et avec des structures de support qui sont habituées aux essais en médecine générale. Voilà, merci.